émission proposée par Hype FM. La négation du génocide des Arméniens est possible si elle n'est pas la traduction d'un appel à la haine. C'est en substance ce que vient de déclarer la Cour européenne des droits de l'homme en rendant sa décision dans le procès en appel intenté par Dogu Perinçek. Le président des travailleurs de Turquie avait été condamné par la Suisse pour négationnisme du génocide des Arméniens, qu'il avait qualifié au cours de plusieurs réunions publiques en Suisse de mensonge international. Une condamnation dont il avait fait appel devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui lui avait donné raison au nom de la liberté d'expression. La Suisse avait alors contesté ce verdict et lors de ce dernier appel, l'Arménie, mais aussi des organisations de défense des droits de l'homme, ainsi que la France, avaient été associées comme tierce partie. Nous allons ce matin analyser cette décision prise par la Cour européenne des droits de l'homme qui satisfait l'Arménie, mais qui est condamnée sans ambiguïté par l'association Suisse Arménie et le CCAF, la coordination des organisations arméniennes de France, ainsi que par les 7 juges qui ont voté contre le négationniste Perinçek. En studio avec nous, pour réfléchir aux conséquences de ce verdict, les co-présidents du CCAF, qui étaient également associés à ce procès en appel. Mourad Papazian, bonjour. Bonjour. Arat Oranian, bonjour. L'avocat du CCAF est également avec nous ce matin, Maître Vincent Berger, bonjour. Bonjour. Et nous sommes en ligne avec Sarkis Şahinyan, le président de l'association Suisse Arménie. Sarkis Şahinyan, bonjour, qui sera avec nous tout au long de cette émission. Alors, messieurs, le CCAF, je le disais, et l'association Suisse Arménie ont condamné sans équivoque cette décision qui revient en quelque sorte, à autoriser le négationnisme, d'autant plus inconcevable qu'elle intervient en cette année du centenaire. Alors, si vous voulez bien, pour ouvrir cette émission, votre réaction à chaud sur cette décision qui a été rendue jeudi matin. Oui, vous avez raison, nous sommes déçus, parce que nous estimions que les conditions pouvaient être réunies pour que Dogu Perinçek soit condamné. Nous étions avec nos amis le 28 janvier dernier au procès à Strasbourg. Les audiences de la Cour européenne des droits de l'homme étaient consacrées au procès Perinçek, et nous avions la conviction également à l'analyse du dossier, puisque c'est avant tout une procédure majoritairement écrite, à la lecture des dossiers, que le dossier était finalement plutôt très bon de notre côté et plutôt très faible du côté Perinçek. Le seul argument majeur qu'il a utilisé et usé à l'envi est celui de la liberté d'expression. Nous avions la faiblesse de croire également que la liberté d'expression avait également des limites, et qu'on ne pouvait pas effectivement exprimer la négation d'un génocide. Or, là, on analysera effectivement cet arrêt tout au cours de cette émission. Il n'est pas univoque, il n'est pas tout noir, il n'est pas tout blanc. Il y a un certain nombre de points qui nous posent des problèmes politiques. On se rend compte que juridiquement, l'arrêt est très faible. C'est la raison pour laquelle le président Spielmann lui-même a contesté effectivement la décision de la CEDH, de la Grande Chambre. Lui et les 6 autres juges. Et les 6 autres juges. Donc il y a une argumentation extrêmement solide, extrêmement forte du président même de la Cour contre cet arrêt. Et puis soulignons également qu'il n'hypothèque absolument pas l'avenir en ce qui concerne la mise en place d'un processus législatif antinégationniste en France. Donc il faut avoir un jugement assez nuancé sur cet arrêt, et le combat continue. Alors là, je me tourne vers vous, Maître Berger, sur l'aspect vraiment juridique. La décision de la Cour européenne des droits de l'homme dit en substance, il n'y avait pas incitation à la haine dans le discours de Dogu Perinçek parce qu'il s'exprimait en turc, ce qui est un premier paradoxe, puisque c'est justement dans la langue qu'il a employée que l'on peut trouver un appel à la haine, puisqu'il s'adresse à la population qui est censée être attisée, on a envie de dire. Bon, mais c'est surtout une décision qui remet en question l'application de la loi suisse qui a permis la condamnation de Dogu Perinçek. Il y aurait eu un usage abusif de cette loi qui elle-même n'est pas une loi qui condamne le négationnisme, mais une loi sur le racisme et l'incitation à la haine. Le point de départ, il est peut-être justement là. Alors non, ce qui est très intéressant et aussi positif dans cet arrêt, qui évidemment est très décevant, et je partage tout à fait la déception de
de Franck Papazian et d'Ara Toranian et de tous les Arméniens de France et pas d'ailleurs, puisqu'en Arménie, c'est un autre son de cloche. Voilà, oui, mais là encore, là, c'est politique. J'imagine, en Arménie, on tient un discours politique. Ce qui me frappe, c'est que dans cet arrêt, la Cour ne critique à aucun moment le libellé de la loi suisse, c'est-à-dire cette disposition du code pénal suisse qui permet de condamner pénalement l'auteur de propos qui nie ou minimise ou justifie un génocide. Alors la loi suisse n'évoque pas précisément le génocide des Arméniens, elle parle de tous les génocides, ce qui est assez naturel. Alors, une loi sur le négationnisme des génocides. Oui, mais qui est aussi plus vaste parce qu'elle parle aussi du racisme. Alors, ce qui est très curieux dans cet arrêt, c'est que la Cour se contente en quelque sorte de critiquer le comportement des différentes juridictions suisses qui toutes ont estimé que Dogu Perinček avait tenu des propos inacceptables qui étaient une incitation à la haine ou à l'intolérance. Donc sur ce point-là, je dirais l'arrêt. Alors c'est très frappant, c'est que la Cour très souvent met en avant la marge nationale d'appréciation des États, c'est-à-dire disant si les juridictions nationales sont toutes unanimes, ont bien fait leur travail, ce qui à mon avis est le cas en l'espèce. À ce moment-là, on laisse la liberté à l'État. En l'occurrence, dans cette affaire Perinček, la Cour a dit non, les juges suisses ont mal travaillé, y compris le tribunal fédéral suisse, qui est la juridiction suprême en Suisse, et ça c'est quelque chose quand même d'extrêmement, je dirais, inquiétant. Alors inquiétant. Ara Toranian, donc votre réaction aussi à cette décision, alors là, sur l'aspect légal et politique, c'est inquiétant ? Je partage évidemment tout ce qui a été dit. J'ai eu l'impression, moi, à travers ce procès, et évidemment à travers le jugement, que la Cour n'a pas pris la juste mesure de ce que c'est que le négationnisme du génocide arménien, de comment il s'inscrit dans le processus génocidaire, du rôle qu'il joue par rapport à la politique et aux intérêts d'Ankara. Dogu Perinček n'est pas un chercheur ou un historien qui est venu apporter un éclairage sur une question donnée. C'est un monsieur qui vient en mission commandée, porter la bonne parole d'Ankara et du négationnisme turc, lequel s'inscrit dans le processus génocidaire. Voilà, pour faire entériner ce génocide par la communauté internationale et par l'opinion publique. Donc c'est pas du tout une opinion, bien entendu. C'est un élément du crime. Or cet aspect-là, malheureusement, n'apparaît pas dans le jugement. Je dois dire qu'il n'a pas été non plus. On n'a pas mis vraiment l'accent non plus dans la partie arménienne. Parce que peut-être que cette notion-là est politique et qu'elle s'inscrit pas vraiment aujourd'hui dans le corpus juridique, mais en même temps c'est sur cette notion-là, c'est sur cette qu'il faut, je crois, essayer de faire comprendre les choses et porter la bataille. Et là, je crois qu'il y a une évolution. Enfin, je suis pas juriste, je parle évidemment sous l'autorité de Maître Berger. C'est sur cette notion-là qu'il faudrait peut-être faire évoluer la jurisprudence et le droit, parce que c'est quelque chose qui est effectivement très caractéristique et très typique du génocide arménien, négationnisme d'État, qu'on ne retrouve pas dans les autres situations. Et là, il y aura probablement une bataille à mener. Moi, je dirais simplement que j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une bataille de normes, effectivement, à travers tous ces procès. Et effectivement, d'un côté, la liberté d'expression, la démocratie, et puis de l'autre côté, la dignité humaine. Et je crois qu'on on vient d'enregistrer une défaite qui, effectivement, n'hypothèque pas l'avenir, mais la bataille continue. On doit encore marquer des points et progresser. Alors justement, voilà, ça arrive dans l'action militante, dans l'action politique. On va voir en quoi elle n'hypothèque pas l'avenir, mais surtout s'arrêter sur les paradoxes nombreux contenus dans cette décision. Donc déjà, en ce qui concerne cette loi suisse, que la Suisse estime peut-être à revoir, donc là, des voix s'élèvent dans le gouvernement en disant
Bon, peut-être qu'il faut qu'on se penche sur le texte, mais a priori, c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher la faille. Moi, c'est pas du tout mon sentiment. Je crois que la loi suisse, comme je viens de le dire, n'a pas été critiquée par la Cour. Son libellé, comme celui de beaucoup de lois, est assez général. Et je crois que la critique Ils ont parlé d'application un peu trop hâtive. Non, alors là, c'est le rôle des juridictions nationales, en l'occurrence des juridictions suisses, qui, à mon avis, ont bien fait leur travail. Le juge Spielmann et ses collègues le disent. Au contraire, ils ont fait un travail très minutieux, très sérieux, très approfondi. Et c'était justement à ces juridictions, et comme elles l'ont fait à juste titre, de dire voilà, il y a eu un génocide des Arméniens, et les propos de Perinček sont une négation de ce génocide, et par conséquent, ils sont une incitation à l'intolérance. Alors, moi, il y a une chose qui me frappe, qui je trouve très intéressante aussi dans l'arrêt, et qui est très claire. C'est dire que le droit à la dignité des victimes du génocide et de leurs descendants, c'est un droit qui mérite la protection de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est un droit qui garantit le respect au droit de la vie privée. Et ça, c'est dit très très clairement dans cet arrêt. C'est un paradoxe, beaucoup plus clairement que dans l'arrêt de la Chambre. Voilà. Donc sur ce paradoxe-là, d'un côté, on reconnaît aux Arméniens ce statut de victimes ou de descendants de victimes qui ont une dignité à préserver, une histoire à préserver, puisque à un moment donné, il est aussi question de la compréhension de cette histoire commune, un peuple arménien soudé par cette extermination de la moitié de ce peuple par les Turcs ottomans en 1915. Donc il y a quand même un libellé qui est très clair. Donc d'un côté, on reconnaît cette réalité de l'extermination et cette souffrance collective, cette dignité à préserver, et de l'autre, on estime que cette dignité n'a pas été bafouée par les propos de Perinček. Oui, c'est vrai. La Cour ne remet pas en cause la réalité du génocide arménien. On va y revenir aussi. Effectivement. Mais c'est un des paradoxes qu'on peut ne pas comprendre. Effectivement. Vous avez raison de le souligner. Il y a de nombreux paradoxes dans cet arrêt. Je crois que il faut également les observer avec une lumière juridique. Qu'est-ce qu'on peut en faire, effectivement je pense que, Maître Berger pourra s'exprimer sur la question, mais concernant cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme et cette procédure-là, la procédure est terminée, puisque la petite chambre s'est prononcée, la grande chambre s'est prononcée, il n'y a pas de recours sur ce dossier-là. Voilà. Dans cette affaire-là, tout est terminé, Strasbourg a parlé, il faut s'incliner. Mais en même temps, c'est un arrêt qui a une portée, heureusement, très limitée. Oui. Et qui comme ça a été dit à l'instant, ça n'insulte pas l'avenir. Ça n'hypothèque pas l'avenir. Alors, en France et dans d'autres pays, bien sûr. Dans l'immédiat, en tout cas, du côté turc, on s'en félicite et on dit voilà, on a mis fin à 100 ans de mensonges. Ah oui, bon, c'est de bonne guerre, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça, Ratoranian? C'est effectivement un coup politique. Il va falloir gérer, il va falloir riposter, et à ce coup politique, il va falloir une réponse politique. Et je crois que la meilleure réponse politique. Mais oui, tu as raison. On va pas t'interrompre. Oui, c'est la meilleure réponse politique. Et la meilleure réponse politique, c'est de continuer à se batailler pour avoir une loi, en France. Si demain on a une loi en France qui est votée par le Parlement, qui est votée par le Sénat, qui est validée par le Conseil constitutionnel, ça sera la meilleure réponse politique à ce coup qui vient d'être porté, et effectivement qui est en train d'encourager la parole négationniste, qui est un encouragement, qui est une incitation à la récidive, et qui est un satisfecit donné quand même indirectement aux autorités turques. C'est là où c'est quand même la Cour européenne des droits de l'homme, on a l'impression de marcher sur la tête avec ce jugement. Mais il s'inscrit en même temps assez bien dans l'air du temps, parce qu'on est aussi, si vous voulez, les juges sont aussi des gens qui baignent dans la société. Or, dans la société, la parole a été bridée pendant des années par le politiquement correct. Et là, on a une espèce de retour de bâton avec une libération de la parole décomplexée, etc. Et avec une espèce de réflexe d'autodéfense par rapport aux demandes parcellaires, segmentaires des communautés, etc., qui sont assimilées à du communautarisme, ce qui n'est absolument pas le cas en l'occurrence, parce qu'on se situe à un niveau universel. Donc c'est aussi on est aussi dans une espèce de grande bataille idéologique, et il va falloir marquer des points dans cette bataille, être plus présent, être plus actif. Alors justement, d'un point de vue juridique, sur cette question que vient de soulever Ratoranian, c'est donc la possibilité donnée en France de reposer la question de cette loi permettant de pénaliser la négation du génocide. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur les paradoxes de cette décision quand la Cour européenne des droits de l'homme dit
il n'y a pas eu risque de troubles et de menaces à l'ordre public en Suisse, parce que la communauté, en gros, pour dire les choses simplement, il n'y a pas assez d'Arméniens en Suisse pour que ça puisse dégénérer. Donc, c'était pas justifié de le condamner. Ça veut dire qu'en France, où la communauté arménienne est importante, on peut s'appuyer sur ce même texte pour dire il faut une loi. Exactement. Là, on peut lire à contrario ce paragraphe qui est consacré à réfuter en quelque sorte l'argumentation du CCAF que j'ai eu l'honneur de porter devant la Cour. Mais justement, on peut justement s'appuyer là-dessus. Ça, c'est un des éléments positifs de l'arrêt pour les Arméniens de France. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que la Cour, elle, ce qu'elle reproche aux juridictions suisses, à tous les niveaux, c'est de ne pas avoir fait une balance ou un équilibre suffisant entre, d'un côté, le droit à la liberté d'expression de Perinček et de l'autre côté, le droit au respect de la vie privée des Arméniens, donc de la dignité des victimes et de leurs descendants. Oui, c'est ce que dit c'est le cet équilibre-là. Voilà. Et donc, une loi, peut-être une suggestion à faire, c'est que de bien faire attention au fait que la Cour à aucun moment ne critique, ne serait-ce que implicitement ou de façon marginale, la loi suisse. Et donc ça doit être quelque chose qui doit être pris en compte par la France, par d'autres pays qui envisagent de pénaliser le négationnisme de génocide. Alors c'est un argument dont on peut se féliciter, cet aspect justement paradoxal utilisé par la Cour européenne des droits de l'homme pour donner raison à Perinček, mais qu'on peut utiliser à l'inverse en France. Oui, absolument. Et comme le rappelait Maître Berger, dans notre mémoire, nous avions souligné le fait que si effectivement la Cour européenne des droits de l'homme ne condamnait pas Perinček, ça risquait de mettre à mal le processus législatif en France. L'inquiétude. Dans le point 248, la Cour souligne non. Contrairement à ce qu'a dit le CCF dans son mémoire, la décision que nous prenons n'a aucune influence sur le futur processus législatif en France portant sur une loi antinégationniste. Donc c'est intéressant. Ça renforce le fait effectivement que l'avenir n'est absolument pas perdu. Tout à l'heure, j'ai un petit peu réagi lorsque vous avez posé la question à Alain Toragnan par rapport à la manière dont Perinček et les Turcs ont réagi concernant 100 ans de mensonge international. Non, attention à la propagande. Évidemment. Parce que il y a pas, la Cour n'a pas dit qu'il n'y avait pas eu génocide arménien. Perinček aurait pu dire c'est 100 ans de mensonge international si la Cour avait dit non, les massacres de 1915 ne sont pas un génocide. C'est de la propagande. Ne nous laissons pas. Je parle pas pour vous, je parle sur le climat général. Ne laissons pas, effectivement, ne nous laissons pas emporter par la propagande turque, inquiétés par la propagande turque qui est importante aujourd'hui. Effectivement, ils vont essayer de capitaliser sur cette victoire et c'est normal et c'est logique. Évidemment. Pour nous, il faut qu'on en tire les leçons juridiques et de cette victoire et de la décision du Conseil constitutionnel français, effectivement, pour enclencher sur une prochaine loi. Mais alors justement, l'analyse qui a été faite dans les médias en France, parce que là, ça nous concerne directement, elle est différente. Ils ont justement mis en balance cette décision avec la question de procédure constitutionnelle, la QPC ou question de constitutionnelle, prioritaire, là, qui est intentée contre la loi Guesso en France, qui serait une loi anticonstitutionnelle à partir du moment où elle ne concerne que les victimes de la Shoah. Et donc, dans la plupart des articles qu'on a pu lire suite à la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme, il est question de fin de loi pour le négationnisme du génocide des Arméniens. Alors comment on peut arriver à cette conclusion ? Non, c'est pas... En disant, puisque c'est comme ça à Strasbourg, ça enterre définitivement la possibilité d'une loi en France. Comment est-ce que certains articles ont pu arriver à une telle conclusion ? Non, je pense que sur la question prioritaire de constitutionnalité, QPC, comme vous l'avez souligné sur la loi Guesso, au contraire, la loi Guesso est sanctuarisée par ce texte-là, n'est pas remise en cause, et la procédure qui est en cours est plutôt... n'aboutira pas. Voilà, la QPC n'aboutira pas, effectivement. Donc, de ce côté-là, pas d'inquiétude particulière. Les négationnistes de la Shoah ne gagneront pas non plus sur ce dossier de la QPC. Et en ce qui concerne, je crois que la compréhension a été générale sur le fait qu'il y a effectivement possibilité maintenant désormais pour le gouvernement français, de déposer un projet de loi pénalisant la négation du génocide arménien, en tirant les leçons. Je pense qu'il y a un petit encadrement aussi de la décision de la CEDH. Il y a un encadrement de la décision de la CEDH par rapport à la future loi.
Mais je pense que le chemin existe. Voilà. Parce que c'est peut-être des raccourcis qui ont été faits, étant donné qu'ils n'avaient pas encore entre les mains l'intégralité du document. Au contraire. C'est une reprise de la dépêche AFP. Il est écrit noir sur blanc que le chemin existe. Alors justement, à ce propos, alors avant de poursuivre sur cette analyse, nous sommes en ligne avec Sarkis Chahinian, président de l'association Suisse-Arménie, qui, dès l'annonce de cette décision de la Cour européenne des droits de l'homme, a exprimé son indignation. Vous êtes en ligne, Sarkis Chahinian, bonjour. Bonjour, Asmik. Alors vous avez suivi... à tous les écouteurs. Vous avez suivi le début de cette émission, vous avez entendu déjà les analyses, les commentaires de nos invités. Alors, déjà, je vous donne la parole pour nous faire part de vive voix, j'ai envie de dire, de votre indignation, Sarkis Chahinian. Bon, je veux quand même dire et souligner 3 points concernant la réaction de l'association Suisse-Arménie. Le premier, c'est que la majorité des juges a démontré d'avoir une connaissance très appauvrie, pour ne pas dire superficielle, de la volonté intentionnelle du comité Talat Pacha et de M. Perinček d'ailleurs en particulier, ayant porté à nier en 4 mois le génocide des Arméniens dans 6 localités différentes de la Suisse. Et ceci avait un double objectif. Un, c'était celui de rabaisser la dignité des Arméniens en Suisse en tant que groupe, et 2, d'attaquer la loi suisse. Le deuxième point, c'est que tout en sachant qu'il n'y a pas un concept univoque européen de la morale, la Cour n'a pas pris en considération celle de la Suisse. Donc la majorité des juges n'a pas respecté le fait qu'en créant la norme antiraciste, les autorités helvétiques avaient bien évidemment considéré les sensibilités spécifiques de la population suisse. Je rappelle que cette loi, la loi antiraciste, avait été adoptée par le Parlement et confirmée par la majorité du peuple suisse lors d'un référendum. Et le troisième constat que je fais, c'est que ce jugement est loin d'avoir fait l'unanimité de la Grande Chambre et que le président Dean Spielmann et un de ses vice-présidents, M. Casadeval, ont critiqué vigoureusement l'arrêt. Donc, je dois dire que je suis un peu plus nuancé par rapport aux opinions qui viennent d'être exprimé par rapport à quoi, ici dans le plateau. Par rapport à quoi? Et surtout par rapport à ce que les réactions qui sont venues de l'Arménie et des représentants juridiques de l'Arménie. Oui, mais pour l'heure, on n'a pas encore abordé cette question. Alors vous, Sarkis Chahinian, en tant qu'Arménien de Suisse, justement, cet aspect de la décision qui indique que on ne peut pas condamner Dogu Perinček parce que il n'y a pas eu trouble à l'ordre public, il n'y a pas eu de désordre causé puisque les Arméniens, en gros, en Suisse, ils sont pas assez nombreux pour exprimer leur indignation, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez de cet aspect, vous, communauté arménienne de Suisse? Je pense que les gens ont regardé, les juges ont regardé avec des lunettes qui ne sont pas nécessairement les bonnes, car si vous regardez les 6 différentes vagues de propos négationnistes de M. Perinček, vous voyez qu'il y a bien eu la volonté de nier en public, en organisant des charters venant de Turquie, en organisant des manifestations lors de la commémoration du traité de Lausanne le 24 juillet 2005, en incitant des gens venant de Bruxelles, de Francfort, de Lyon, de Paris. Les éléments étaient là, donc oui, bien sûr, j'arrive pas à comprendre du côté arménien, pourquoi on est en train de se concentrer sur cette histoire que 6000 Arméniens ne forment pas un groupe et 500 000 Arméniens en forment un. Alors ça, la dignité humaine commence par une seule personne. On est d'accord. Ça, je veux absolument le mettre en évidence. Justement, c'est une question que je pose, Sarkis Chahinian. Je vais poser cette question à maître Vincent Berger. Alors, la dignité humaine, elle concerne l'individu ou le groupe? Exactement, c'est l'individu et le groupe. Donc, c'est difficile aussi de dissocier les deux choses. Et un des points majeurs de l'opinion dissidente du président Spielmann et de ses 6 collègues, c'est justement de parler de cette dimension universelle des droits de l'homme.
Et là, l'arrêt de la Grande Chambre, au contraire, il va en quelque sorte localiser, rétrécir, étriquer cette protection, en disant finalement, alors sur le plan géographique, en disant finalement il y a très peu d'Arméniens, sans le dire aussi franchement, en Suisse, alors qu'en France, là où il y a une grosse communauté, là ça pourrait être différent. Et puis aussi sur le plan temporel. Et là, en disant finalement, c'est des événements anciens. Et là, l'argument de Dean Spellman est extrêmement fort de dire, en évoquant l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et là, on est justement dans cette logique-là. Et l'arrêt de la Grande Chambre passe complètement à côté. Et ça, c'est un énorme défaut. Alors, justement, l'arrêt de la Grande Chambre passe à côté, on a envie de dire, des évidences historiques, puisque quand on lit l'argumentaire publié par le président de la Grande Chambre et ses 6 collègues, donc qui contestent cette décision rendue jeudi matin, on se dit, mais c'est d'une telle limpidité, ce document, qu'on se demande comment ils n'ont pas réussi à convaincre les 10 autres juges. Qu'est-ce qui a péché et qu'est-ce qui rendait impossible, on a l'impression, un verdict en faveur, enfin contre Perinček. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, à la différence de l'arrêt de la Chambre, l'arrêt de Grande Chambre, lui, ne va pas du tout s'aventurer sur le plan historique. Et la Cour le dit d'emblée, moi, ça ne me regarde pas, les événements, etc. Alors que il y avait beaucoup de matériaux dans l'opinion dissidente des juges Pinto de Albuquerque et Vucinic qui étaient annexés à la Grande Chambre. Et là, ils avaient longuement fait état, si je me souviens bien, des jugements des procès qui avaient eu lieu en Turquie très peu de temps après le génocide. Ouais. Tout ça a été écarté, certainement délibérément, par la Grande Chambre. Donc alors, est-ce que c'est normal, pour dire les choses simplement oui, est-ce que la Grande Chambre peut écarter certains documents Elle n'a pas écarté certains documents. En fait, elle a tout écarté, puisqu'elle a dit, moi, je ne me prononce pas sur cette question. Alors, est-ce que c'était pas ça le point de départ, justement Alors, elle dit, moi, je ne suis pas une juridiction pénale internationale, je ne peux pas donner un avis contraignant sur ces questions-là. Donc, pour nous, en même temps, c'est décevant, mais en même temps, l'espace est ouvert, si vous voulez. On n'a pas. Ce qui aurait été très très gênant, c'est que la Cour elle-même se prononce elle-même en disant oui, comme les Turcs le prétendent, il y a eu quelques massacres, mais finalement c'était pas si grave, il n'y a pas eu un génocide. Oui, mais ça, justement, la Cour, c'est ce que conteste le président de la Grande Chambre. Il dit non, la Cour européenne des droits de l'homme pouvait le faire. Mais elle n'a pas voulu le faire. Donc on est bien sur un terrain politique là. Exactement. Donc c'était une décision qui était prévisible. On pouvait s'attendre ou pas? Parce que lorsqu'on voit le point de départ, où on dit, bon, nous, contrairement à la première instance, on va mettre de côté la question du génocide, parce que dans le premier verdict, il y avait eu mise en doute de la réalité du génocide. Là, on dit, bon, on parle pas de ça. On n'en parle pas, on se prononce uniquement sur y a-t-il eu incitation à la haine, éventualité de troubles à l'ordre public. Comme si on voulait se protéger d'avance de toute attaque sur un jugement qui serait partial. Non, on n'est pas partial. On n'aborde pas la question de la même façon. Or, le nœud du problème, il est là. C'est la question du génocide qui est remise en question. Donc ce paradoxe, on ne dit pas qu'il n'y a pas eu génocide, mais on autorise un négationniste à le nier. Qu'est-ce qu'on fait de ce paradoxe? Sarkis Shahinyan, vous voulez répondre? Mais il y a même pire. La Cour, malheureusement, elle reprend l'argumentation de l'arrêt de Chambre lorsqu'elle fait une distinction qui est inadmissible avec la négation de l'Holocauste. Oui. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le devoir de devoir reprendre un travail pédagogique extrêmement important. Et là, lorsque je parle de pédagogie, je parle de pédagogie des médias. Il faut faire comprendre, et ça c'est un des éléments qui a toujours d'ailleurs mis en difficulté en France les gens qui se battent pour contre le négationnisme, pour la punissabilité la pénalisation du négationnisme. Et c'est le fait de faire comprendre que la négation du génocide est une incitation, est une forme d'incitation à la haine, est une forme très forte et pas nuancée d'intolérance, et donc ces discours sont une atteinte à la dignité. Non, ça on est bien d'accord. Mais là, ce que j'essaierais voilà, ce qui serait bien qu'on puisse faire comprendre à nos auditeurs, c'est en quoi
la décision de la Cour européenne des droits de l'homme n'était pas prévisible dès l'instant où, si elle condamnait Perinček, on arrivait non seulement à une reconnaissance pleine et entière de la réalité du génocide par cette Cour européenne des droits de l'homme, qui jusqu'à présent n'a pas été amenée à se prononcer sur la question, et à une condamnation sur la scène européenne du négationnisme en cette année du centenaire, symbole entre tous. C'était une décision éminemment politique, et c'est une décision éminemment politique qui est prise à l'inverse, et non pas basée sur le droit, les textes de loi, puisque vous le dites vous-même, Maître Berger, la loi suisse, elle est parfaitement adaptée. Il y a une communauté, donc un groupe dont il faut protéger la dignité et l'histoire. Alors, comment on arrive à une telle décision ? Alors, si je peux répondre, oui, on est sûr. arrivé à cette décision parce que la Cour, et Spillmann le dit très bien dans son opinion dissidente, a délibérément et constamment minimisé la portée. Bon, elle a dit, d'abord, Perinček, il s'exprime en tant qu'homme politique et non pas en tant que juriste et historien. Elle a dit aussi, elle a parlé d'un soi-disant comité Talat. Mais à aucun moment, elle ne s'est interrogée sur le point de savoir quelle était la réelle mission de ce comité Talat. Alors ça, c'était un point justement extrêmement important à creuser. Alors et surtout, elle a dit, moi je me concentre sur ce qu'ont fait les juges suisses. Et je conclus qu'ils n'ont pas fait cet équilibre qui aurait dû être nécessaire. Et à mon avis, la Cour, la Grande Chambre se trompe entre d'un côté le droit à la liberté d'expression et de l'autre le droit au respect de la vie privée des Arméniens. Mais alors justement, compte tenu de ce que je viens de développer, ces enjeux, on pouvait attendre autre chose, Moulad Papazian ? On pouvait espérer, mais est-ce qu'on est étonné de cette conclusion ? On est étonné, on est déçu. On pouvait s'attendre effectivement, ce que j'ai dit, à la lueur des dossiers présentés que nous avions tous présentés, l'Arménie, la France, la Suisse, la LICRA, la FIDH, Suisse-Arménie, la Ligue turque des droits de l'homme, le CCAF, un groupe d'experts, de juristes, etc. Nous pouvions nous attendre effectivement à ce que Perinček soit condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour négationnisme. Nous pouvions, et justement, dans cette année du centenaire du génocide arménien où les médias ont vraiment joué leur rôle. On a une surabondance d'informations sur la réalité, sur le génocide arménien, etc. Y compris dans tous les pays du monde entier. Il y a une surabondance d'informations. Beaucoup de pédagogie ont été faites. L'opinion publique internationale est sensibilisée, a été extrêmement sensibilisée à la question du génocide arménien. Alors oui, nous pouvions nous attendre effectivement à un jugement différent de la Cour européenne des droits de l'homme. Je note quand même que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas remis en cause la réalité du génocide arménien. C'est important de le noter. Malgré tout, c'est un point central effectivement de cet arrêt-là. Il a considéré il n'a pas dit que la négation du génocide arménien n'était jamais répréhensible. Il a dit que en l'état, et d'ailleurs dans le texte il est écrit que des pays européens peuvent poursuivre leur processus de pénalisation de la négation du génocide arménien. Il a juste dit en l'état, il se trompe, on n'est pas d'accord avec lui, c'est scandaleux. Il a dit en l'état que les propos de Perinček ne portait pas atteinte à la dignité du peuple arménien, etc., etc. Voilà, ça c'est condamnable, c'est contestable, et je crois que c'est un arrêt qu'il faut contester. Il faut débattre, notamment principalement sur cette phrase-là. Mais je dois dire également qu'il y a matière à contester cet arrêt. Il faut se battre, même si sur la CEDH, dans cette affaire, il n'y a plus de recours possible. Malgré tout, il faut continuer à débattre. Nous ne fuyons pas le débat. Nous voulons débattre et nous voulons expliquer effectivement que cet arrêt est faible, est inopportun politiquement, qu'il est faible juridiquement et qu'il laisse des perspectives d'ouverture pour la pénalisation de la négation du génocide dans les pays européens et notamment en France. Aratoragnan, sur cet aspect politique de cette décision. Non, mais pour répondre à votre question, moi je crois que de toute manière, on a eu raison d'aller à la bataille parce qu'on ne pouvait pas rester sur le premier arrêt, sur l'arrêt de la première chambre, qui contenait quand même un certain nombre de résolutions ou de propos totalement inacceptables, en particulier ceux laissant planer le doute en disant que il ne peut pas y avoir de consensus sur la question du génocide des Arméniens. Je veux dire que de toute manière, à partir du moment où les Turcs, vous avez un État négationniste turc, déjà, effectivement, il ne peut pas y avoir de consensus. On ne peut pas quand même laisser l'arrêt et laisser la Cour européenne
des droits de l'homme sur cet arrêt-là. Je crois qu'on a eu raison d'y aller, même si effectivement le jugement est décevant. La porte est ouverte à une évolution. On est dans une bataille. Faut pas oublier qu'on est dans un rapport de force qui est extrêmement difficile à tout point de vue. Les victimes, c'est nous. Les bourreaux, c'est l'État turc. Voilà, on est dans un rapport de force à tout point de vue qui est en notre défaveur. Et c'est là où on aurait effectivement attendu que sur ce terrain-là, une institution comme la Cour européenne des droits de l'homme prenne la mesure des choses, au lieu de s'aligner sur le discours finalement du bourreau. Et là, et effectivement, là, on se sent plus du tout en phase avec ce qu'on comprend des valeurs européennes. On se sent plus du tout en phase avec la directive, la décision cadre de l'Union européenne concernant la nécessité de combattre le négationnisme, etc. Donc là, on est, moi, je trouve quand même que on est en pleine aberration. Mais vous avez tout à l'heure peut-être effectivement mis le doigt sur quelque chose à SMIC, quand vous avez dit qu'effectivement une condamnation de Périnsec aurait signifié de manière implicite une reconnaissance du génocide arménien, et peut-être que là, la Cour européenne des droits de l'homme a atteint ses limites. Mais alors pour autant, cela voudrait-il dire que la parole négationniste serait totalement libre sur le continent européen, qu'on pourrait lancer des injures publiques à l'encontre du peuple arménien et de tous ceux qui disent qu'effectivement il y a eu génocide en disant que ce sont des menteurs, parce que c'est ça que dit Périnsec. Mensonge international. Est-ce qu'on pourra... je ne parle pas, effectivement, il y a Maître Berger a parlé effectivement de la question de la géographie, parce qu'on dit que la Suisse finalement, en comparaison avec la Shoah, la territorialité, la Suisse est loin des événements qui se sont passés en Turquie. On a aussi évoqué la question du temps. On a répondu par l'imprescriptibilité. Moi, je voudrais quand même dire que, en ce qui concerne la notion de temps, parce que on dit que ces événements se sont passés il y a 100 ans et que finalement le temps atténue la souffrance. Mais ça va complètement à l'encontre d'autres analyses, en particulier de Jean Kelevitch sur la Shoah, qui disait que, au contraire, le temps ne règle rien. Tant que le problème n'est pas réglé, le temps ne règle rien. Il ne fait au contraire qu'empirer les choses. C'est bien pour et ça que rendre plus urgente une exigence de justice. D'où et là, on est effectivement en pleine aberration. Et puis, quelle est cette Cour européenne des droits de l'homme qui s'arroge le droit de mesurer la souffrance de tout un peuple en fonction du nombre d'individus concernés. Mais alors, délirant. Est-ce qu'on peut poser la question qui fâche du lobby turc, la probité des juges et des sages qui se trouvent dans cette Cour européenne des droits de l'homme, parce que on ne peut pas faire l'économie de penser que la Turquie a dû user de toute son influence, comme elle le fait à chaque fois, pour sensibiliser les juges en sa faveur. Et quand on voit les arguments développés par le président de la Grande Chambre, qui a un poids, on imagine, ce monsieur, ce n'est pas n'importe qui, que son argumentaire est inattaquable. Vous l'avez dit dans l'argumentaire ensuite, dans le document lui-même, les arguments que vous développiez, vous, CCAF, donc vous, Maître Berger, ont été repris. On se dit, mais c'est que politique. Moi, je serais quand même beaucoup plus prudent. Non, mais moi, je serais quand même beaucoup plus prudent. Moi, j'ai travaillé plus de 35 ans à la Cour européenne des droits de l'homme. Ce que j'ai constaté, bien sûr, certains gouvernements essayent, mais ils savent très bien que c'est extrêmement délicat pour eux et qu'ensuite, s'ils jouent ce jeu-là, ça peut se retourner contre eux. Moi, ce que je constate aussi, c'est que la Cour a très souvent été condamnée dans des affaires très très délicates. Les affaires de Chypre, les affaires des Kurdes, etc. Les Turcs, vous voulez dire la Turquie. La Turquie. Oui. Donc 15 fois par an. Alors, c'est quelque chose. Alors, c'était presque risible d'ailleurs à l'audience de voir l'agent du gouvernement turc se prétendre que la Turquie est un grand champion de la liberté d'expression, alors qu'on sait que à l'heure actuelle, c'est tous ces derniers jours, des journalistes sont emprisonnés, etc. en Turquie. Donc, moi, je crois pas qu'on puisse parler de cela, même si on peut pas exclure qu'un juge ou l'autre puisse être sensible à certaines choses. C'est vrai aussi que la juge turque siégeait dans la Grande Chambre, mais en tant que présidente de section. Ça, c'est pas normal. C'est la règle. Si vous voulez, c'est la procédure qui veut cela, c'est que dans la Grande Chambre, donc il y a
statuer sur le cas de Perinček. Il y a 17 juges, il y a le Oui. président de la Cour, il y a les 4 présidents de section qui n'ont pas eu à connaître précédemment de l'affaire. Oui. Donc c'est pour ça que le juge Guido Raimondi n'a pas pu siéger dans cette affaire. Et puis il y a les autres juges sont tirés au sort. Donc Madame Karakaş, juge turque, a siégé en tant que présidente de la section. Et c'est pas parce que la Turquie a voulu qu'elle siège là. C'était le règlement mais de la Cour automatiquement, qui était elle appliqué. était, Bien de sûr, parti à sa pris. place, moi je me serais retiré Oui. de l'affaire. Elle n'a pas eu ce geste-là. On notera qu'elle ne fait pas partie des opinions dissidentes. Voilà, exactement. Elle est bien sûr, elle est dans la majorité. Mais à mon avis, c'est une question pas seulement délicate, mais qui à mes yeux, est vraiment accessoire. Si vous voulez. Accessoire, mais qui mérite quand même d'être posée, même si... On peut la poser, c'est un peu... Parce qu'on Bien sûr, on peut la poser. peut quand même s'étonner de 10 voix pour, 7 contre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sarkis Şahinyan, de cet aspect? Vous savez, c'est un terrain miné, hein, Bien car sûr. là, je peux vous dire qui a voté contre, qui a voté pour, et là, on va malheureusement dans la spéculation. Mais il y a un point dont je peux vraiment pas faire l'économie d'approche, et c'est que la juge suisse, nonobstant le fait qu'il y a eu des erreurs factuelles énormes déjà dans l'arrêt de chambre, a persisté à voter pour la notion absolue de la liberté d'expression. Ça, c'est une ça, aberration. Franchement, pour moi, c'est un point d'interrogation très fort. De plus, le fait que des juges représentants, et là, Maître Berger va me contredire, je le sais, mais je vais quand même le dire, y compris la Suisse, mais par exemple comme le juge slovaque qui a dans sa législation une loi qui punit le négationnisme, s'est rangé de côté de cette valeur absolue de la liberté d'expression, mais au moins, ça me laisse un point d'interrogation, au moins. Oui, parce qu'on aurait pu arriver à 9 voix pour, donc la juge suisse et le juge slovaque, donc on passait à 9. Y compris le vice-président du Liechtensteinien. Et on n'avait plus que 8 voix pour la décision en faveur de Perinček, donc ça inversait. C'est différent la question. Ça inversait complètement. Mais on ne peut pas faire le procès des intentions. Non, mais la question se pose quand même, alors, pour le juge suisse, c'est vrai que c'est un système qui est choquant, mais il a été voulu par la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que le juge national, alors il est arrivé dans l'histoire qu'un juge national qui a été dise, moi je me suis prononcé dans un certain sens au niveau de la Chambre, moi je ne vais pas siéger dans la grande chambre. Oui. Mais c'est des cas extrêmement rares. Donc le fait que Madame Keller ait voulu rester dans la grande chambre, sur le plan juridique, est inattaquable, si vous voulez. Et on peut le déplorer, bien sûr. On s'interroge sur le fait qu'elle ne soit pas solidaire de la décision prise par la justice de son pays. Voilà. Alors ça, c'est très fréquent. C'est très fréquent, ça, qu'un juge national soit en désaccord avec les juges de son propre pays. Ça n'a rien d'exceptionnel. Donc ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà. Bon. Et le fait que un juge qui est slovaque, qui a siégé alors que son pays a une loi, il peut très bien, lui, en tant que juge indépendant, dire moi cette loi dans mon pays, je suis pas d'accord avec elle en tant que citoyen. Donc dans ce cas-là, l'indépendance des juges est allée justement à l'encontre de cette décision dans le sens des Arméniens, quoi. Donc c'est un peu on peut le noter sans en tirer aucune conclusion. Alors je voudrais revenir maintenant sur la réaction de l'Arménie, qui, elle, est satisfaite de cette décision sur plusieurs points. Le premier est que, contrairement à la décision prise en première instance, la Cour européenne des droits de l'homme n'émet aucun doute sur la réalité du génocide des Arméniens. Bon, premier point. Or, elle ne dit rien, la Cour. Elle dit juste « je ne peux pas me prononcer ». Elle ne dit rien, elle ne s'engage pas très loin. L'Arménie dit également Perinček, il mérite même pas qu'on s'arrête à ses propos. C'est un individu sans intérêt, dont les propos ont été tenus en turc, ce que dit également la Cour européenne des droits de l'homme. Donc en clair, ça n'a pas fait beaucoup de vagues. Il n'y a que les Turcs qui ont compris ce qu'il disait, donc ça méritait pas une condamnation. Et le troisième argument est que ça va, alors là, celui-là, il est sans doute partageable, ça va avoir une incidence en Turquie, où on ne pourra plus condamner ceux qui reconnaissent la réalité du génocide des Arméniens, puisque la liberté d'expression, si on l'accepte pour Perinček, on l'accepte aussi pour des hommes comme Orhan Pamuk, par exemple. Alors on s'arrête sur ces trois points. On n'est pas dans la même juridiction.
On s'arrête sur ces 3 points, sur la satisfaction de l'Arménie tout d'abord, qui le clame haut et fort par la voix de ses avocats, de son procureur général, de son vice-président. Qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Parce que ça brouille Non, ça brouille pas terriblement. C'est-à-dire que ça montre effectivement que cet arrêt n'est pas univoque. Ça montre que cet arrêt n'est pas noir, n'est pas blanc, qu'il est nuancé et que il permet effectivement de considérer qu'il y a encore une possibilité dans les pays européens de pénaliser la négation du génocide arménien. Il ne remet pas en cause la réalité du génocide arménien. En revanche, sur le fait que Perinček ne peut pas être condamné parce que ses propos n'ont pas atteint, voilà. Ça, je pense qu'il faut être nuancé là-dessus. Mais l'Arménie ne dit rien là-dessus. Non, l'Arménie ne dit rien là-dessus. Si le procureur général de la République d'Arménie dit justement que par cet arrêt-là, il est possible pour les pays européens de pénaliser la négation du génocide arménien. En réalité, explique Papazian, nous craignons quoi? Nous, lorsque nous sommes engagés dans cette procédure, nous craignons, effectivement, et nous l'avons écrit dans notre mémoire, que une décision favorable à Perinček, à la CEDH, hypothèque totalement l'avenir des lois antinégationnistes en Europe. Ce n'est pas le cas. Okay. Ce n'est pas le cas. La CEDH s'est prononcée, la Grande Chambre s'est prononcée sur le cas Perinček contre Suisse, sur une territorialité suisse et non pas sur une territorialité des pays du Conseil de l'Europe. Tant pis pour les Arméniens suisses. Alors. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on peut reprendre sur une autre logique juridique, législative en Suisse le combat, comme on doit le continuer dans les autres pays européens. Bon, donc effectivement, c'est l'aspect majeur à Toragnan. Oui, c'est la mondialisation. Non, mais que le combat peut se poursuivre en France. Bah oui, bien sûr, le combat peut se poursuivre en France. Non, je crois que l'Arménie. Moi, je serais pas trop critique par rapport à la position de l'Arménie, même si ce n'est pas la mienne, mais je crois qu'elle a simplement, c'est un État qui a voulu prendre de la hauteur et essayer de mettre les choses au bon niveau par rapport aux grands enjeux que sont les principes concernant la pénalisation du négationnisme, la lutte contre le négationnisme, etc. Donc là, c'est une logique d'État. C'est une logique d'État, c'est une position effectivement politique, c'est une prise de hauteur. Cela étant, je crois qu'on ne peut pas tolérer de toute manière que les propos de Perinček qui sont attentatoires à la dignité humaine ne fassent pas l'objet d'une sanction. Sauf que l'Arménie précise bien qu'elle est rentrée elle s'est impliquée dans cet procès en appel sur cet aspect de l'arrêt rendu en première instance qui revenait à mettre en doute la réalité du génocide. Donc dès l'instant où il n'y a pas de remise en doute dans le procès en appel, l'Arménie est satisfaite et c'est logique si elle s'en tient à son cadre. Sarkis Shahinyan, votre réaction à la position de l'Arménie? Moi je suis un peu plus nuancé car il faut regarder que la Cour dit qu'elle refuse de se prononcer sur la qualification juridique du génocide des Arméniens. Effectivement, elle ne rentre pas dans le mérite du consensus international autour de cette qualification juridique, ce qui était d'ailleurs un des éléments problématiques de l'arrêt de chambre. Mais d'autre part, elle affirme, la Cour, que les propos de Perinček ne constituaient pas un appel à la haine ou à la violence ou à l'intolérance, et que ces discours n'ont pas porté atteinte à la dignité des Arméniens. Donc, si d'un point de vue strictement lié à la qualification juridique du génocide, cet arrêt est beaucoup plus nuancé par rapport à l'arrêt de chambre. De l'autre, il faut regarder les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de travail à faire pour passer à une situation de demande de justice, car là, on sera dans une situation bien plus difficile. Alors, je vais lancer un appel à nos auditeurs s'ils souhaitent nous rejoindre et prendre part à cette discussion concernant l'arrêt Perinček. Vous appelez le 01 43 53 20 74 dès maintenant. L'antenne vous est ouverte si vous voulez poser des questions à nos invités, réagir et nous faire part de votre sentiment suite à cet arrêt. Alors, on va résumer un petit peu ce qu'on vient de dire pour que on soit un peu pédagogique parce que c'est assez confus pour ceux qui n'ont pas eu, comme vous, messieurs, le loisir de se plonger dans tous ces documents, et vous, Maître Berger, encore plus, puisque vous êtes familier de ces décisions de justice. Donc, en résumé, cet arrêt de la Cour européenne se base surtout sur l'absence d'incitation à la haine.
Donc, il n'y a pas une communauté suffisamment constituée, on peut dire, en Suisse, pour que les propos de Perinček puissent entraîner une réaction, parce que c'est ça. S'il n'y a pas assez de gens en face, en gros, s'il n'y a qu'une personne, elle peut pas se plaindre. S'il y a 500 000 Arméniens en France, ils peuvent manifester dans les rues et ça peut dégénérer. C'est un peu plus compliqué que ça, un peu plus subtil. Pour ça, moi, je simplifie parce que je comprends pas tout. Non, c'est normal de vouloir simplifier. C'est vrai que c'est un arrêt qui est quand même complexe. Il fait plus de 130 pages. La Cour, finalement, a une lecture, elle substitue sa propre lecture des propos de Perinček à celle qu'ont fait les juges suisses aux différents degrés de juridiction, jusqu'au degré suprême, c'est-à-dire le tribunal fédéral. Donc elle reprend point par point. Donc elle se substitue au juge national en disant les juges suisses ils ont trouvé que c'était du négationnisme, d'un génocide. Moi je trouve que finalement c'est pas si méchant que ça. Voilà, en substance je caricature, mais c'est un peu ça. Oui, mais arrêtons-nous justement sur cette caricature parce que c'est ça qui est important. Là vous avez donné vraiment le résumé qui permet de comprendre. Justement, il y a négationnisme, mais il est pas très méchant. C'est pour ça, moi j'ai été un peu étonné par cet arrêt aussi parce que moi je m'attendais à un renversement de l'arrêt de la Chambre. Et je l'avais dit à nos amis du CCF. Je pensais que la Cour, depuis quelques années, mettant de plus en plus accent sur le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que les États, les juges nationaux, les tribunaux nationaux doivent avoir une certaine marge de manœuvre et que si vraiment il y a un dérapage, à ce moment-là, la Cour de Strasbourg siffle la fin de la récréation. Et là, et face à des arrêts à des jugements suisses bien motivés aux différents degrés, moi je pensais qu'il y avait une chance sérieuse pour que la Cour dise le principe de subsidiarité, les juges suisses sont vraiment sur le terrain, ils sont mieux à même qu'une juridiction internationale à apprécier ce genre de choses. Et finalement, on voit que la Grande Chambre a pris le contre-pied. Elle a dit cet équilibre dont j'ai déjà parlé entre liberté d'expression et respect de la vie privée, donc de la dignité des Arméniens, n'a pas été bien pris en cause. Vous avez une idée du pourquoi ? Alors, je pense que c'est très difficile de se mettre. Moi, j'exclurais, si vous voulez, en principe, des pressions. Je pense pas qu'il y ait de pression politique spéciale. La Turquie, il faut bien le reconnaître à Strasbourg, n'a pas non plus une image de marque excellente. Il faut pas non plus, bien sûr, le lobby turc est présent, ils ont des très bons diplomates, des bons juristes, etc. Mais il faut reconnaître qu'aux yeux de la Cour, la plupart des juges, la Turquie a un bilan en matière de droits de l'homme qui est quand même assez catastrophique. On est d'accord. Donc, voilà. Donc il faut pas, je pense. Alors justement, pourquoi Murat Papazian-Ratoranian? Est-ce qu'on peut avancer un semblant d'explication, une analyse, une réponse à ce... C'est ce que j'ai essayé de vous dire au début. Peut-être que je l'ai mal dit, j'ai pas été suffisamment clair. Mais je crois qu'effectivement, c'est la résultante d'une certaine idéologie ambiante. C'est-à-dire que les juges sont aussi des êtres humains. Je crois qu'il y a aussi dans la société, je vous dis, des réflexes d'autodéfense par rapport aux demandes venant de communautés qui ne correspondent pas dans l'esprit des gens à un intérêt universel. Il y a un besoin de liberté, de démocratie, c'est effectivement important, même si ça va à l'encontre d'une certaine conception qu'on peut avoir, non pas de la démocratie, mais de la civilisation, dans le sens où on doit quand même protéger les plus faibles et que la fonction de la loi, c'est entre le bourreau et la victime, on l'a dit plusieurs fois à cette antenne, c'est la loi qui libère et la liberté qui opprime. Mais tout ça, c'est pas forcément évident dans la tête des gens. Et en tous les cas, il y a on est aujourd'hui, je crois, dans une situation idéologique où il y a une méfiance par rapport aux demandes des communautés. Il y a un retour de bâton par rapport à toute la parole bridée du politiquement correct, où on n'avait pas le droit de dire rien, quoi que ce soit sur la genre féminine, sur les genres de couleurs, sur ceci et cela, etc. Et là, il y a une espèce de retour de bâton où, au contraire, c'est l'inverse qui est en train de se produire. C'est le retour en force, je disais bien, de la parole décomplexée, à la limite du racisme, on se permet des choses, etc. Et j'ai l'impression, faut pas oublier qu'il y a également tous les événements du Moyen-Orient, etc. Donc
Il y a une espèce il y a un contexte général d'autodéfense, j'ai l'impression, de la démocratie, de la liberté face à des gens aussi qui veulent l'histoire du voile, etc., attenter, réduire nos libertés. Et je crois que les juges baignent aussi dans ce bain-là et vous me demandez une explication. Bien sûr, mais elle est intéressante, mais justement, par rapport à ce que vous dites, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Je vous pose une autre question par rapport à ce que vous venez de proposer comme analyse. Est-ce que, à la limite, il n'aurait pas fallu que ça se produise à un autre moment et que l'année du centenaire, elle n'a pas aussi trop mis la question arménienne sur le devant de la scène et que les juges ont dit non, alors là, on va rééquilibrer un petit peu le débat, non? Non, je suis assez d'accord avec l'analyse d'Alain Toragnan sur la thématique de la liberté d'expression. Oui. Qui est aujourd'hui une thématique plutôt porteuse, plutôt positive. Vous allez dans la rue, vous posez la question à 100 personnes sur la question de la liberté d'expression. 100 personnes vous disent oui pour la liberté d'expression. Sauf que là, on est dans un abus de liberté d'expression, effectivement. Donc j'adhère effectivement à l'argumentation, à l'explication exprimée par Ara sur le fait que peut-être que venant de la Turquie également, cette thématique de la liberté d'expression pouvait être perçue par la Cour européenne des droits de l'homme, peut-être comme un progrès et une espèce d'encouragement à aller vers dans cette direction-là. Argument des avocats de l'Arménie. Hein. Voilà, Donc, peut-être. J'aimerais qu'on s'y arrête d'ailleurs un instant sur cet aspect. Peut-être. Moi, je pense que les juges de la Cour européenne des droits de l'homme savent, et d'ailleurs ils n'ont fait que ça dans cet arrêt, faire la distinction entre le particulier et le général, que là on est dans un cas particulier de la violation, de la négation d'un génocide par Perinçek, par un citoyen turc qui vient en Suisse le nier, et en fait ils ont eux estimé qu'il n'y avait, ce n'est pas grave, comme disait Maître Berger, ce n'est pas grave, ce n'est pas une incitation à la haine, c'est une espèce de négationnisme soft, et c'est le soft power du négationnisme, l'expression de Perinçek, et que c'est moins grave. Voilà, ce n'est pas outrancier. L'artillerie lourde. Mais il faut dire qu'il est subtil quelque part, Perinçek. Il n'y a jamais de propos haineux, il n'y a jamais de. Non, c'est ce que souligne d'ailleurs la Cour. Oui, c'est comme on dit, on peut dire. Oh, toi, mon chéri, tu es noir, mais tu sais, tu es inférieur à nous, les blancs. Mais on t'aime bien quand même. Voilà, tu vois. Alors, Sarkis Chaïnian, sur cette question qu'on pose là, pourquoi est-ce qu'on a une analyse de votre côté de l'association Suisse Arménie? Pourquoi, malgré tout ce contexte, il y a une absence complète de la connaissance des faits qui se sont passés ici en Suisse, mais d'un point de vue du principe, il y a une chose qui n'est absolument pas admissible, et c'est que cette distinction entre la négation du génocide des Arméniens et la négation de la Shoah a été reproposée dans cet arrêt. Lorsque la Cour soutient notamment que sa négation, donc la négation de la Shoah, même habillée en recherche historique, je cite, impartiale, traduit une idéologie antidémocratique et antisémite. Et alors que la négation du génocide des Arméniens représente précisément une idéologie de surplus étatique qui vise à nier l'évidence des faits. Alors qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre là-dedans? Maître Berger, sur cet aspect-là, c'est important ce que souligne Sarkis Chaïnian, parce que moi je partage entièrement l'avis de Monsieur Chaïnian là-dessus, mais en même temps il ne faut pas non plus attacher, je crois, une importance démesurée à cette distinction. La Cour ne va pas jusqu'à dire il y a un génocide pratiquement unique qui est exceptionnel. Non, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas du mais tout l'argument employé pour la Shoah, il est valable pour le génocide des Arméniens. Alors comment elle arrive à retomber sur ses pieds? Elle a nié justement cet aspect, j'allais dire, idéologique dont vient de parler Monsieur Chaïnian, justement du négationnisme, du génocide des Arméniens, mais aussi d'autres génocides. Oui, mais le président de la Grande Chambre dit il se réclame du comité Talat Pacha qui a justement vocation à véhiculer cette idéologie anti-arménienne. Vous avez vu, a dit soi-disant comité Talat Pacha. Donc jetant un doute sur son existence même et son activité et sa nocivité. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un qui serait président d'un comité Adolf Hitler? Comment la Cour aurait réagi face à un président d'un comité Adolf Hitler? Donc c'est paradoxe sur paradoxe. Alors, terrifiant, quoi. Sarkis Chaïnian, oui. Est-ce que je peux intervenir? Allez-y. Car le président de la Cour, d'ailleurs, il souligne dans sa prise de position. Perinçek, lorsqu'il a pris la parole en deuxième ligne, donc à la fin, il a héroïsé Talat.
Et là, Dean Spillman l'a interrompu 2 fois et il était très enragé par les propos qu'il a tenus. Alors si, devant même l'évidence de la volonté de sanctifier un criminel, même dans la Sancta Sanctorum des droits de l'homme européens, là, les 17 juges et les 3 substituts sont en train d'écouter que Talat était un héros de la démocratie, un ami des Arméniens et un bon révolutionnaire, et donc qu'il est fier, Perinček, d'avoir mis le nom de ce comité avec ce criminel. Mais vous comprenez, Hasmi, que là, on franchit franchement les limites de la logique. C'est pour ça qu'on n'arrête pas. On franchit la limite de la compréhension et là, oui, de la pauvre connaissance que ces juges. Et là, je me pousse. Est-ce que c'était intentionnel ou non? Oui, là, je ne le sais plus. Et je me prends la responsabilité de ce que je suis en train de vous dire. Je la prends complètement sur moi. Mais je pense pas qu'il y ait méconnaissance, justement. Et c'est ce paradoxe qu'on ne cesse de souligner, c'est que tous les arguments et contre-arguments vont plutôt dans le sens d'une décision qui aurait dû être rendue en faveur de la partie arménienne, pour dire les choses simplement, de l'histoire arménienne, et contre ce négationniste. Encore une fois, là, quand un homme se lève en disant « Talat Pacha était l'ami des Arméniens », on ne peut pas imaginer qu'il y ait un seul des juges qui ne soit pas au courant de qui était Talat Pacha, Maître Berger. Oui, exactement. C'est vrai. Moi, j'ai été très choqué justement par cela, et aussi par cette formule, le soi-disant comité Talat, comme si on avait vraiment des doutes sur son existence même. Et là, comme l'a dit Arat Oranian, s'il y avait un comité Adolf Hitler ou Goebbels, etc., ce serait absolument ça aurait été plié en évident première instance. Que là, ça aurait été... Alors, juste pour conclure sur cette partie, l'impact que ça pourrait avoir en Turquie, pour garder un regard un peu positif, est-ce qu'on peut espérer que ça puisse aboutir à moins de condamnations, à une parole libérée en Turquie? Qui pourrait répondre à cette question, à la Toragnan? Moi, au contraire, je y vois, excusez-moi, mais... Mais concernant la liberté d'expression, sur ce volet-là uniquement, que ceux qui justement sont poursuivis aujourd'hui pour avoir osé exprimer des positions pro-arméniennes. Je crois savoir qu'il y a eu quand même des recours d'opposants turcs qui ont été condamnés. Il y a eu des recours devant la Cour européenne des droits de l'homme où ils ont été reconnus dans leurs droits au nom de la liberté d'expression. Donc de ce point de vue-là, je pense que ça ne va pas changer grand-chose en réalité. En Turquie même, en Turquie, du point de vue de la liberté d'expression, j'ai pas l'impression que ça va changer quelque chose. En revanche, ça risque de légitimer le discours négationniste, qu'on a le droit maintenant de dire que le génocide arménien est un mensonge international avec la bénédiction de la Cour européenne des droits de l'homme. Ça veut dire que si demain le Premier ministre turc se rend aux États-Unis comme il l'a fait il y a quelques semaines pour l'Assemblée générale de l'ONU, qu'il rencontre la communauté turque, il y a 15 jours, il leur a dit « Je vous félicite pour les actions menées pour contrer le soi-disant génocide arménien », on va avoir des propos beaucoup plus durs, beaucoup plus abjects, beaucoup plus haineux. Et c'est d'autant plus grave, redoutable et lourd de conséquences que malgré tout, il y avait eu un début de changement en Turquie. Les choses étaient en train quand même de beaucoup bouger. Les intellectuels, la société civile, une organisation comme le HDP qui a quand même fait 13% des voix qui s'est engagée à reconnaître le génocide arménien. Donc au moment où il y a ce processus, enfin 100 ans après, vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui va voler au secours du discours dominant hyper-nationaliste de la Turquie et criminel. Maître Berger, on peut... en tant qu'individu, porter plainte contre la Cour européenne des droits de l'homme? Non, ça n'est pas possible, malheureusement. C'est vraiment la dernière juridiction. Mais là, on ne parle plus de Suisse, on ne parle plus de Perinček, on parle de porter plainte contre la Cour européenne des droits de l'homme. Ça n'existe pas, ça. Elle n'est pas attaquable. Certains l'ont déjà tenté, mais il n'y aura aucune chance de succès. Elle n'est pas attaquable. Non, bien sûr. On ne peut pas attaquer une instance de justice comme ça. Mais rien n'interdit de penser qu'avec un autre pays que la Suisse, une autre législation, etc., la Cour arrive à une conclusion contraire à celle de la Grande Chambre dans Perinček. Sarkis Shahinyan, je vous donne la parole une dernière fois pour conclure. Oui, après, disons, le grand moment de rage et je ne savais pas comment prendre toute cette histoire. Je suis arrivé à la conclusion
qu'il faut remettre les pendules à l'heure, nous, chez nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut être capable de reporter le débat sur la place et de le faire de façon intelligente. Exactement sur le point qu'on vient de citer, c'est-à-dire l'absence de compréhension de pourquoi la négation du génocide des Arméniens constitue une atteinte à la dignité humaine des Arméniens, c'est exactement là qu'il faudra devenir de plus en plus concret. Et c'est la responsabilité de chacun de nous de le faire, vous en France, nous en Suisse. Sachez seulement une chose. S'il y a un perdant dans toute cette histoire, c'est ni la communauté arménienne, ni le droit, c'est de toute façon la Turquie, au sens que, même si la Turquie pense, et M. Perinçek en tête, qu'ils ont eu raison avec ce verdict, la vérité c'est que tout le monde parle que la négation du génocide des Arméniens a pu être acceptée en Europe. C'est-à-dire la négation d'un fait établi dont tout le monde maintenant parle, de l'Afrique du Sud au Japon jusqu'au Canada, est un fait avéré, et grâce à M. Perinçek, on est arrivé à en parler de façon beaucoup plus étendue. Effectivement, on peut conclure sur cette vision positive de cet arrêt. Merci Sarkis Shahinyan. Alors je libérais Sarkis Shahinyan parce que je vais vous donner la parole aussi pour conclure sur ce sujet, parce que je voulais qu'on prenne un peu le temps d'aborder une autre actualité qui nous préoccupe, c'est la situation en Turquie. Donc avant d'ouvrir un peu le volet sur ce double attentat suicide qui s'est produit samedi dernier en Turquie, dont nous reparlerons au cours d'un autre Carte sur table. Je voudrais qu'on conclue sur ce que vient de dire Sarkis Shahinyan. C'est vrai qu'on peut regarder, c'est l'histoire du verre, à moitié vide, à moitié plein. Là, j'ai envie de dire, il est plein en ce qui concerne cette vision des choses. Les articles qu'on a pu lire depuis jeudi titrent tous sur cet aspect. On a tranché en faveur de la liberté d'expression contre la dignité humaine. Oui, mais c'est une approche, j'allais dire, biaisée, parce que, vous savez, les médias, je ne veux pas les critiquer, mais je pense qu'ils n'ont pas bien lu l'arrêt, ou ils n'ont pas lu du tout. Cet arrêt apporte un certain nombre d'éléments très positifs. Il est d'abord beaucoup plus étoffé que l'arrêt de la Chambre. Tous ces documents, toutes ces observations, ces mémoires, notamment d'ONG, etc., qui ont été présentés, vont fournir des matériaux très utiles pour la communauté arménienne, à exploiter en France et à l'étranger. Tout cet accent mis aussi sur ce droit des Arméniens au respect de leur dignité. Tout ça, c'est écrit noir sur blanc dans l'arrêt. C'est maintenant, et ça, c'est quelque chose aussi de positif. Donc, c'est un arrêt qui doit être utilisé, exploité à bon escient. C'est ça ma conviction. Qui peut l'être. Voilà, c'est ça qui est important. Qui peut l'être, et c'est surtout ça, parce que vous disiez, le CCF craignait par-dessus tout que ça coupe l'herbe sous le pied des actions engagées pour pénaliser la négation du génocide arménien en France. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire en résumé de ce qui vient d'être dit ce matin ? En conclusion, oui, j'approuve ce que vient de dire Maître Berger. Je crois qu'il faut rappeler qu'effectivement, pas me répéter, mais on est dans un combat difficile. On a l'habitude que rien ne nous est donné gratuitement. À chaque fois, c'est à l'arraché. Il faut pas oublier qu'il y a 15 ans, le génocide n'était pas reconnu par la France ni par aucun autre État dans le monde. Donc des défaites, des situations comme ça, des échecs, on en a connus, mais on ne lâche pas. Parce qu'on est porté par une cause éminemment juste, et on va continuer de toute manière le combat sans rien lâcher, avec la même intransigeance, et la même preuve de pédagogie aussi, parce qu'on risque de nous renvoyer systématiquement cet arrêt. Oui, mais là aussi, je rejoins aussi Sarkis Shahinyan sur le fait que, bon, bien sûr, il faut continuer à aller de l'avant, mais il faut qu'on a aussi à exercer un droit d'inventaire sur notre situation, sur notre capacité à optimiser notre potentiel partout où on est, que ce soit en Arménie ou loin de diaspora, pour être plus fort, pour être plus audible, pour être. Moi, je veux pas être non plus totalement autiste par rapport à cet arrêt. Je pense qu'il faut analyser les choses. Donc le combat continue de toute manière, et moi je suis pas du tout pessimiste sur la suite. Je pense qu'on va y arriver, comme on est arrivé à obtenir d'autres victoires. On est quand même les enfants d'un génocide, et
et un génocide qui a failli marcher. Et 100 ans après, on est toujours là. Nous avons un auditeur en ligne. Bonjour. Oui, c'est à vous. Je peux y aller? Oui, c'est à vous. Oui, bonjour. Là, je peux aussi à l'appareil. Je ne vais pas débattre avec vos invités sur le plateau. Et je vais m'adresser uniquement à Franck Papazian et à la Tolagnan. On peut y aller? On vous écoute. Qui sont nos invités plateau, parce que vous disiez que vous vouliez pas débattre, mais ce sont nos invités plateau. Ah, alors, notre auditeur ne nous entend pas. Vous nous non, allez-y, je vous entends. Nous vous donnons la parole. Nous avons entendu votre entrée en matière. Vous pouvez y aller. D'accord. Alors, je vais poser votre question. Je vais poursuivre. Je vais être court. Je vais porter deux affirmations qui s'adressent à la Tolagnan et à Franck Papazian. Oui, on a compris. Vous parlez de la nécessité de la pédagogie et du débat, mais vous-même avez tué tout débat contradictoire dans la communauté même, aux dépens de la pédagogie et au profit du politiquement correct depuis des années dont vous êtes les tenants. Vous avez voulu judiciariser le débat intellectuel et vous en avez aujourd'hui le résultat dont vous êtes seul responsable. C'est la défaite de votre dilettantisme. Et j'avertis les avocats aimablement qui un jour voudront se lancer dans ce genre de choses. Le dilettantisme de certains représentants de la communauté arménienne de France ne font que vous envoyer au casse-pipe devant les tribunaux. D'accord. Ça, il faut bien le savoir. Bon. D'accord. Deuxième question, deuxième attaque. Vous semblez méconnaître que ni la justice ni l'histoire ne sont des sciences exactes. Et en voulant judiciariser le débat intellectuel le débat contradictoire, qui n'a jamais été approfondi dans la communauté, et la connaissance ne peut venir qu'uniquement du débat contradictoire, vous nous avez conduit à cet échec. Monsieur Toragnan et Papazian, c'est votre échec personnel et c'est l'échec du CCAF et de toutes les organisations arméniennes que vous dirigez ouvertement en sous-main. Au revoir, messieurs. Ouvertement. Merci pour merci pour votre intervention. C'est la formule de politesse consacrée. Alors donc là c'est cependant pas le débat. Donc on va vous donner la parole, messieurs, pour que vous puissiez répondre quand même, vous défendre de ces accusations, mais en peu de mots, parce qu'on voudrait aussi parler. Je pense que les auditeurs ont le droit de s'exprimer. Oui. Hölaj Bedrosian parmi eux. Je pense que il porte la responsabilité de ces attaques, les attaques sur la stratégie que nous avons entamée depuis des années, qui a été porteuse d'ailleurs, puisque le génocide arménien a été reconnu par la loi, donc dans un processus judiciaire, et qu'aujourd'hui toute la communauté en est fière et que c'est un référent sur le plan international, que le combat contre le négationnisme est un combat difficile, qu'on a en face de nous un État, qui est l'État turc, avec de nombreux lobbies en France et en Europe, de nombreux soutiens, et que nous sommes attaqués effectivement régulièrement à la Toragnan, moi-même, l'ensemble des militants, par le gouvernement turc et par les suppôts du gouvernement turc, sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les médias, dans la rue parfois, au risque de mettre notre vie en péril. Donc, je sais que nous avons beaucoup d'amis, et dans la communauté arménienne, et dans la société française, qui nous encouragent à poursuivre le combat. Et ce combat, nous le poursuivrons, même s'il est parsemé d'embûches, même s'il est difficile, même si on est confronté parfois à des décisions qui sont difficiles à comprendre. Mais nous avons, un objectif qui est celui de la résolution de la cause arménienne. Le prochain obstacle, c'est de gagner le combat contre le négationnisme, et nous le gagnerons avec tous nos amis. Alors, il peut y avoir aussi des erreurs dans la stratégie employée. La question peut se poser. On peut écouter effectivement les arguments émanant de personnes qui sont déçues aujourd'hui, mais ce serait donner beaucoup de poids au CCAF que de penser que c'est peut-être une petite erreur de votre part qui aurait conduit à ce jugement de la Grande Chambre, si je suis la logique de cet auditeur. Écoutez, cet auditeur a le droit. Parce que là, il y avait quand même l'Arménie. Cet auditeur a le droit d'avoir Cet auditeur a le droit d'avoir son opinion. Cet auditeur a le droit d'avoir son opinion. Et quand on est aux responsabilités, on a effectivement et c'est effectivement logique. C'est la contrepartie. Qu'on soit critiqué. On est aux responsabilités. J'entends cette critique, même si dilettantisme pour des gens qui
travaillent depuis tant de décennies sur la cause arménienne, c'est un peu qui ont consacré leur vie, qui ont failli la laisser à plusieurs reprises. C'est un petit peu dur à entendre, mais ma dernière intervention, ça consistait à dire qu'il fallait effectivement ne pas être autiste et qu'il fallait essayer de regarder avec intelligence et de faire un travail d'inventaire sur la situation pour pouvoir effectivement aller de l'avant. Quant au débat, je crois qu'en ce qui concerne en tous les cas notre part au CCAF, les débats sont ouverts. En ce qui concerne ma trajectoire personnelle, aux Nouvelles d'Arménie, à arménews.com, nous avons des forums, nous avons une liberté totale de parole, de débat, de critique, et Dieu sait qu'il y en a eu, et Dieu sait que M. Bedrosian a pu aussi s'exprimer dans ses colonnes de manière très très dure, parce que je crois que c'est son style aussi de trouver des boucs émissaires. Quand c'est pas Toranian ou Papazian, c'est Govsian ou Raymond Kevorkian ou d'autres. Enfin, on a chacun eu droit à des pics de ce genre. Bon, voilà, ça fait partie des choses. En tous les cas, il aura pu exprimer son ressenti et sa colère. Nous avons un autre auditeur en ligne. Oui. Bonjour. Allô. Une auditrice. Bonjour. Bonjour. On va vous demander d'éteindre votre poste de radio si vous êtes au téléphone. Oui, m'entendez-vous maintenant? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Permettez-moi de rééquilibrer le propos de l'auditeur précédent. Alors peut-être sans trop rallonger le sujet, parce que l'émission arrive à son terme. Oui, tout à fait, mais c'était tout de même pour témoigner du travail énorme des responsables de CCAF, tout en concevant que le débat interne soit possible. Toutefois, je ne suis pas sûre qu'un tel propos à l'antenne ce matin soit plus constructif. Alors, par ailleurs, ma question que je crois peut-être intéressante, était la suivante. En cette année du centenaire du génocide des Arméniens, dont la réalité est incontestable à l'appui de tous les témoignages, expositions et autres ouvrages historiques, où en sommes-nous de la loi, de la pénalisation du négationnisme en France? Alors, si la réponse ne peut être donnée ce matin, il sera très intéressant, je pense, de prévoir quand même une action, ne serait-ce qu'à l'antenne, sur ce sujet précis. Merci pour votre appel. Alors, on a déjà répondu à la question. On va laisser raccrocher cette auditrice. Voilà, on a déjà répondu à cette question pratiquement tout au long de cette émission. Le combat continue, comme vous l'avez dit, on ne va pas rentrer dans les détails. Pour l'instant, ça suit son cours. Vous nous l'avez déjà dit à plusieurs reprises du côté des instances concernées. La pénalisation. Oui, nous attendions effectivement la décision de la CEDH pour reprendre le travail sur la loi. Il se trouve que l'arrêt de la CEDH ne l'interdit pas. Donc, c'est le moment de reprendre effectivement le combat sur ce dossier législatif pour judiciariser la question de la négation du génocide arménien. Alors, Maître Berger, vous êtes pris là dans un débat très communautaire qui a dépassé complètement le cadre de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, je disais, on va conclure sur ce point et ouvrir 5 minutes d'émission sur ce qui s'est passé en Turquie, sur ce qui se passe en Turquie depuis quelques semaines, où le pays est en proie à des affrontements réguliers, à une chape de plomb posée sur l'est de la Turquie où vivent les Kurdes, avec une reprise des actions du PKK et une population, une société civile qui ne sait plus vers quel sein se tourner, on pourrait dire, pour enrayer ce qui s'annonce comme une guerre civile annoncée, avec ce double attentat suicide qui a frappé cette manifestation pour la paix qui est organisée par des mouvements de soutien aux Kurdes et le HDP. Ara Toranian. Non, mais je crois que l'attentat qu'on a connu la semaine dernière, malheureusement, s'inscrit bien dans une certaine trajectoire propre à ce pays. Il y a quelque chose de pourri, excusez-moi de vous le dire, en Turquie.
qui est un État qui s'est construit donc sur l'extermination de ces minorités chrétiennes, sur l'impunité, et dans lequel la violence n'a jamais cessé d'être glorifiée ou d'être considérée comme un moyen de résoudre les questions politiques. Le crime, la leçon de l'impunité du génocide arménien pour la Turquie, c'est que le crime est payant. Et il y a aujourd'hui des gens qui croient en Turquie qu'effectivement le crime est payant. La police, en tout cas, est très violente. Et qu'ils peuvent se permettre de tuer 500 personnes d'un seul coup, comme ça, avec un attentat suicide. Et je crois que, bien sûr, il faut en plus souligner la responsabilité des autorités turques actuelles qui sont des vecteurs de cette violence, avec un autoritarisme et un nationalisme, un hypernationalisme tous les jours renouvelés. C'est l'attentat de la semaine dernière, c'est le résultat de tout ça. Oui, mais on a effectivement affaire, je vous voyais hocher la tête, Maître Berger, une police, une gendarmerie très violente en Turquie, un peu comme si on avait effectivement cet héritage direct du génocide. Moi, j'ai beaucoup travaillé quand j'étais à la Cour sur les affaires turques. J'ai fait plusieurs missions et je me suis beaucoup occupé du problème kurde. Effectivement, là, c'est un très grand problème. On avait l'impression ces dernières années qu'il y avait certains progrès, et puis on se rend compte depuis quelques semaines, quelques mois, qu'on revient 15 ans ou 10 ans en arrière. Et c'était moi, en tant que simple citoyen, mais aussi ami du peuple turc, je trouve cela extrêmement choquant et inquiétant. Et c'est vrai que cette tradition d'impunité de la police, la Cour à maintes reprises à Strasbourg a essayé de la contrarier et de la condamner en donnant souvent des indemnités assez importantes aux victimes des tortures et arrestations arbitraires, etc. Donc c'est quelque chose qui malheureusement, on le voit ces derniers jours, ressurgit de façon massive. Alors ces Kurdes qui sont attaqués, critiqués, insultés, l'insulte suprême aujourd'hui, c'est de leur trouver des origines arméniennes. On a quand même un retournement de situation, un retour en arrière, une présence permanente de cette haine de la minorité arménienne qui rejaillit à la faveur de cette reprise des actions du PKK. Mais pourquoi le PKK a repris ses actions justement ? C'est la stratégie d'Erdogan. C'est de provoquer l'ultranationalisme et de le faire ressurgir au sommet de la société turque, effectivement, pour imposer son pouvoir sur la Turquie. Mais il joue avec le feu. C'est-à-dire, il joue avec le feu et on pense que les élections du 1er novembre risquent de mal se passer en Turquie, que l'AKP risque de baisser encore aux élections et qu'effectivement il y a un risque de guerre civile extrêmement fort qui se profile en Turquie, notamment avec les Kurdes, mais pas seulement. Et je crois que lorsque le gouvernement turc crée la division et exacerbe les tensions, comme on l'a vu avec le double attentat de la semaine dernière, de samedi dernier, mais comme on l'a vu aussi à Paris avec l'assassinat des 3 leaders kurdes, et comme on le voit en permanence dans les multiples provocations, que ce soit en Turquie ou à l'extérieur, quand le président Erdogan vient chauffer à blanc la communauté turque de Strasbourg, c'est un dirigeant irresponsable et à un moment donné, il faut le dénoncer avec force. Et je crois que c'est un autre sujet que nous évoquons maintenant, mais la Turquie n'est absolument pas dans la bonne direction aujourd'hui avec ce pouvoir-là. Alors nous reviendrons plus longuement dans une autre émission Carte sur table, sans doute la semaine prochaine, sur la situation en Turquie, à quelques jours maintenant de ces législatives qui auront lieu le 1er novembre, qui selon les sondages devraient voir effectivement l'AKP baisser de nouveau et le HDP sortir encore conforté de ces élections, ce qui effectivement, vous l'avez dit Murat Papazian, annonce des lendemains peu réjouissants en Turquie, puisqu'on imagine que le président Erdogan ne laissera pas les urnes avoir le dernier mot et qu'il risque de asseoir son pouvoir par tous les moyens. Messieurs, merci. Maître Berger, un grand merci pour votre éclairage et votre analyse que vous nous avez apporté ce matin, qui nous a aidé à y voir un peu plus clair dans cet arrêt de la CEDH. Aratoranian, Murat Papazian, merci. Et bon courage à vous pour la suite des actions qui vont être menées et dont nous reparlerons. Merci également à Sarkis Chahinian qui était en direct tout au long de cette émission de Suisse. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.
proposé par Hype FM.